Bonjour, mon nom est Roy Ajar, je suis externe en médecine à l'Université de Montréal et je vais vous parler aujourd'hui du cancer colorectal dans le contexte d'un changement des habitudes de sel. Un changement dans les habitudes de sel est l'une des plaintes les plus communes en clinique. C'est d'ailleurs la raison de consultation la plus fréquente en gastroentérologie. Un changement dans la fréquence ou la consistance des selles peut être bénin, causé simplement par un simple épisode de stress par exemple, mais des causes plus sérieuses, comme une maladie inflammatoire ou une tumeur, justifient une prise en charge rigoureuse de ces troubles, surtout chez la personne à risque. Il sera question dans ce podcast du cancer colorectal, qui est la cause la plus sérieuse d'un changement des selles. Quand un patient se présente avec un changement dans ses habitudes de sel, une anamnèse rigoureuse doit être effectuée. La consistance des selles, leur fréquence et leur couleur ou un changement récent dans l'une de ces caractéristiques doivent être demandés. La présence de sang rouge doit être élicitée et le patient doit expliquer s'il note seulement quelques gouttes sur le papier de toilette ou si le sang est plus abondant et ou semble être mélangé au sel. La présence de méléna doit aussi être demandée. De plus, une attention particulière doit être portée sur une possible diminution récente du calibre des selles. La chronologie doit être aussi bien détaillée, et les facteurs soulageants ou aggravants doivent aussi être notés. Une revue complète de tous les symptômes du système gastro-intestinal est essentielle. Les systèmes endocriniens, génito-urinaires, hématologiques ou autres peuvent aussi être intéressants à revoir si jugés pertinents. Les antécédents personnels et familiaux de troubles intestinaux, incluant entre autres le cancer colorectal, doivent être demandés. Le patient doit aussi nous informer des médicaments qu'il consomme, ainsi que de ses habitudes de vie. Il ne faut pas oublier également les procédures chirurgicales ou endoscopiques que le patient a déjà subies. La date de la dernière coloscopie, s'il y a lieu, ainsi que le résultat de celle-ci sont importants. Si le patient n'est pas capable de fournir les détails demandés, un sommaire de la procédure doit être cherché. D'ailleurs, la présence de fièvre, fatigue, perte de poids et ou sueur nocturne est essentielle à noter. Un examen abdominal doit être effectué et une attention particulière doit être prêtée à la présence de possibles masses. Le toucher rectal est essentiel, et en plus d'une possible présence de sang sur le gant, la présence de masse au niveau du rectum doit être vérifiée. Les aines doivent être palpées pour une possible présence d'adénopathie, et les caractéristiques de taille, mobilité et consistance de celles-ci doivent être notées s'il y a lieu. L'examen du foie et de la rate est essentiel également. Devant un tableau clinique suspect, la présence d'une néoplasie du côlon ne doit jamais être ignorée, surtout chez la personne à risque. Par personne à risque, on entend toute personne âgée de plus de 50 ans, atteinte d'une maladie inflammatoire de l'intestin, ayant un antécédent familial compatible avec un syndrome prédisposant comme le HNPCC ou la polypose adénomateuse familiale, ou même ayant un antécédent de plusieurs polypes adénomateux au niveau du côlon. L'obésité, le syndrome métabolique, l'alcool, le tabac et les viandes rouges ont été associés dans plusieurs études récentes à une incidence augmentée de cancer colorectal chez les personnes qui ont aussi peu que 40 ans. Une diète riche en fibres solubles et insolubles est considérée comme un facteur protecteur. Le cancer colorectal est le quatrième cancer le plus commun en clinique, après le cancer du poumon, de la prostate et du sein. Toutefois, sa nature discrète et sa virulence font de lui la deuxième cause de mortalité par cancer. Quoique beaucoup de cas soient découverts de façon sporadique, chez des personnes ayant quelques facteurs de risque minimes, environ 5% des cancers sont vus chez des patients avec syndromes familiaux comme ceux mentionnés plus tôt. Ces syndromes exigent souvent une proctocolectomie totale à un jeune âge comme mesure préventive. Le cancer colorectal se développe presque tout le temps à partir d'un polype, qui est en fait une protubérance muqueuse bénigne dans la lumière colique. Certaines excroissances, comme le pseudopolype inflammatoire vu dans la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, ou les polypes sous-muqueux constitués d'agrégats lymphatiques ou de gras, sont totalement bénins et ne requièrent généralement pas de surveillance. Toutefois,
Les polypes qu'on appelle adénomateux sont causés par des défectuosités géniques au niveau de proto-oncogènes ou de gènes suppresseurs de tumeurs qui, en s'accumulant avec le temps, causent le développement d'un cancer malin avec potentiel éventuellement invasif. Environ la moitié des gens de 70 ans ou plus ont des polypes. Les plus fréquents sont des pédonculés, qui semblent attachés à la paroi colique par une tige, mais il existe également les polypes sessiles, qui ont une apparence aplatie sur la paroi digestive. Au niveau histopathologique, on distingue les polypes tubulaires et vileux, avec le vileux étant considéré comme ayant un potentiel malin plus élevé. Il est vrai que le cancer colorectal peut se manifester par un changement dans les habitudes de sel, mais d'autres présentations moins évidentes, comme de la simple fatigue causée par l'anémie, une obstruction intestinale aiguë, de la douleur abdominale ou même une perte de poids isolée, peuvent être causées par ce type de cancer. De plus, il ne faut pas oublier qu'une partie non négligeable des cas est découverte durant les coloscopies de routine. Malgré tout, on peut admettre que généralement, les cancers du côlon droit se manifestent surtout par de l'anémie, tandis que ceux du côlon gauche ou du rectum sont plus propices à causer une diminution du calibre des selles, du ténesme et de la rectorragie. Sur 10 patients avec cancer du côlon, 7 vont l'avoir dans le côlon gauche ou au rectum et 3 dans le côlon droit. 2 de ces 10 patients vont présenter des métastases au diagnostic, situées surtout au niveau du foie, des ganglions lymphatiques, des poumons ou même au niveau du péritoine. La coloscopie est le test par excellence qui nous permet de non seulement voir le côlon, mais de prélever aussi des biopsies et de resséquer d'éventuels polypes. Chez les personnes intolérantes, avec préparation inadéquate ou même avec un côlon très tortueux et difficile d'accès, une colonographie par CT scan peut être effectuée, posant ainsi un diagnostic radiographique. Elle ne permet toutefois pas d'avoir accès aux tissus pour chercher des biopsies. Les prises de sang, quant à elles, sont inutiles dans le diagnostic, mais constituent un bon outil pour surveiller la formule sanguine, les fonctions rénales et hépatiques, les comorbidités du patient telles que le diabète, ainsi que le CEA sérique ou antigène carcino-embryonnaire, qui est un marqueur tumoral utilisé dans le suivi des cancers opérés. Une fois le cancer découvert, une radiographie des poumons et un CT scan abdominopelvien sont essentiels pour déterminer l'extension de la maladie. Le pronostic peut être déterminé via la présence de métastases à distance, l'extension locale de la tumeur et l'atteinte ganglionnaire. Le stade du cancer est déterminé via la classification usuelle TNM. Le T nous indique l'invasion locale des différentes couches coliques aux structures adjacentes au côlon. Le N nous renseigne sur la possible atteinte de ganglions lymphatiques et le M, quant à lui, nous informe sur la présence de métastases. Cette classification dicte l'algorithme de traitement et nous renseigne tel que mentionné sur le pronostic de la maladie. Chez les patients avec un cancer limité à la paroi colique, une colectomie partielle de la région malade et une résection du pédicule vasculaire principal de cette région ainsi que du bassin de drainage lymphatique sont essentielles. De la chimiothérapie adjuvante aide aussi à éradiquer les micrométastases et diminue le risque de récidive. Chez les patients avec maladie métastatique extensive, c'est la chimiothérapie palliative qui est utilisée généralement, quoique de rares cas avec des métastases isolées au foie ou au poumon par exemple, peuvent bénéficier d'une chirurgie extensive suivie d'une chimiothérapie agressive. Le suivi d'un cancer colorectal traité par chirurgie et ou chimiothérapie consiste en des coloscopies régulières, mais aussi en des radiographies au CT scan pulmonaire et ou abdominopelvien et une surveillance du CEA sérique. Au Québec, il existe un programme de dépistage du cancer colorectal. En effet, le test immunochimique de recherche de sang occulte dans les selles et la coloscopie sont utilisés. La décision de recourir ou non à une coloscopie dépend des facteurs de risque du patient et du tableau clinique de celui-ci. Par exemple, certains signes suspects comme une anémie ou une perte de poids significative et inexpliquée nécessitent généralement un examen endoscopique. La présence de sang occulte dans les selles requiert également la coloscopie comme examen complémentaire. Cependant, même si ce programme s'adresse en général aux personnes âgées de 50 à 74 ans,
des facteurs de risque significatifs et un tableau clinique suspect doivent inclure la coloscopie comme moyen d'investigation chez des patients qui sont plus jeunes. Enfin, l'évolution d'une lésion colique bénigne vers une tumeur cancéreuse requiert généralement plusieurs années. Même si une prise en charge rapide et agressive est essentielle une fois le cancer diagnostiqué, tous les patients doivent être fortement encouragés à suivre un dépistage routinier et des habitudes de vie saines pour se protéger contre le cancer colorectal. Merci pour l'écoute.